Bonjour à tous et merci d'être là. Merci surtout à Madame Cohen-Branch d'être là ce matin. Madame Cohen-Branch, c'est la troisième fois en réalité que nous vous recevons. Alors non pas exactement à l'AEFR, mais deux fois précédemment à l'EIFR, qui était la structure qui précédait l'AEFR, qui s'est renforcée il y a 4 ans par la fusion avec une autre société, donc une autre association. Et donc en tout cas, trois présences en 10 ans. La première fois, c'était en 2016. Vous étiez venu nous parler de l'évolution du statut de la fonction de médiateur suite à la transposition en France d'une directive européenne sur le rôle des médiateurs. Et en 2020, vous étiez venu nous parler avec d'autres intervenants de la médiation, puisqu'il y avait Arnaud Schneebes pour l'assurance et Marie-Christine Caffet pour la banque, de l'articulation entre réclamation et médiation dans les établissements. Et il y avait également deux juristes, enfin de l'activité réclamation clientèle de BNP Paribas. Donc 3 fois, ça veut dire que nous avons un grand plaisir à chaque fois de pouvoir bénéficier de la qualité de vos propos et nous nous représentons très bien tout ce que votre mission et expérience peuvent apporter à la communauté des épargnants et des intermédiaires financiers. Alors votre expérience justement, elle est juste incroyable. C'est une expérience de juriste et de banque pendant près de 25 ans, je crois, dans trois établissements et pas n'importe lesquels. Je dirais que quand on a été responsable des services juridiques de Crédit Agricole Île-de-France, ça veut dire qu'on a connu quand même beaucoup de choses. Vous avez été magistrat dans des institutions françaises et internationales, notamment comme conseiller en service extraordinaire à la Chambre commerciale de la Cour de cassation en charge du droit bancaire et financier, notamment avec Monsieur Tricot, qui est là. Vous avez été vice-président du tribunal international administratif de la Banque mondiale pendant 10 ans et juge au tribunal administratif de la BERD pendant 3 ans. Praticienne des sanctions également, puisque vous avez été membre de la commission des sanctions de l'AMF pendant plusieurs années, pendant 7 ans je crois, et membre du board des sanctions de la Banque mondiale. Et vous avez été aussi membre de l'autorité de médiation bancaire, c'est-à-dire la structure qui vérifie bien l'indépendance des médiateurs bancaires. Et de façon plus lointaine, plus ancienne, vous aviez travaillé au Centre européen pour le développement industriel et la mise en valeur de l'outre-mer, une structure rattachée à l'ONUDI, et ça c'était votre début de carrière, donc une carrière de droit et d'international tout à fait marquante, et donc une expérience de pas loin de 14 ans à la tête de la médiation, puisque vous avez été nommé en 2011 pour un mandat de 3 ans qui a depuis été plusieurs fois renouvelé. Vous êtes donc médiateur de l'AMF, et dans une appellation plus technique, médiateur public de la consommation en matière financière. Une fonction qui a donc beaucoup évolué depuis 2016. Vous pourrez nous en dire certainement quelques mots. Le contenu de la fonction, chacun le connaît dans ses très grandes lignes, mais pas forcément dans le quotidien. C'est-à-dire que vous proposez une solution de résolution à l'amiable pour un litige après une démarche de réclamation et dans une situation où des griefs ont été exprimés par un épargnant, des griefs qui sont souvent de mauvaises exécutions ou de mauvaises informations ou de mauvais conseils de la part de leur intermédiaire financier. Alors, c'est une fonction essentielle pour les épargnants et pour les établissements financiers. C'est une forme de service public, une forme de service public gratuit, je crois, comme vous le dites de temps en temps. C'est un service en tout cas extrêmement reconnu par les associations de consommateurs, par les professionnels du secteur, par les épargnants eux-mêmes et par le régulateur de la médiation, puisque vous avez un satisfecit, si l'on peut dire, de votre activité. C'est un rôle qui, vous le dites aussi, a des notions quelque part ou des rattachements avec la fonction de lanceur d'alerte, c'est-à-dire vous signaler quelques pratiques mauvaises, et puis enfin c'est une fonction exercée en équité à la différence contrairement au juge. Alors c'est une fonction extraordinairement lourde. Quand je vois le nombre de dossiers traités, c'est juste impressionnant, et ceci avec une équipe dédiée, mais qui n'est quand même pas très grande.
une équipe de 6 juristes sous la direction animée par Denis Dupéage depuis des années, une sorte avec un tandem qui a l'air de fonctionner depuis des années, et c'est tout à fait intéressant. Et en tout cas, 2200 dossiers traités, 900 dossiers examinés, plus de 700 réponses. Dans l'année 2024, en tout cas, qui n'était d'ailleurs pas l'année la plus productive, puisque il y avait eu quelques départs internes à la médiation, mais en tout cas, ce sont des chiffres tout à fait impressionnants. Vous habitez en fait cette fonction de façon tout à fait particulière. Parce que d'abord vous publiez un rapport du médiateur qui est très intéressant à lire, qui est très précis, qui est très lisible aussi, donc qui est très très bien rédigé. C'est une mine d'informations. Et merci d'en avoir apporté quelques exemplaires. Je l'ai lu bien sûr en amont de la présentation. On y trouve beaucoup de choses, de détails et très factuels pour mieux comprendre votre activité, et c'est plein d'enseignements. Et puis vous avez un blog, le journal de bord du médiateur, quelque chose qui a pris place dans le paysage et qui donne un caractère très humain à votre fonction. C'est-à-dire on voit très bien le questionnement que vous avez eu, on voit très bien le cheminement de votre pensée, on voit très bien les enseignements qu'on peut tirer. Donc une fonction que vous incarnez, que vous de façon tout à fait typée. On a même du mal, on ne peut peut-être pas dire ça, mais d'imaginer la fonction médiation sans vous. Voilà, il va sûrement falloir à un moment donné se projeter dans une autre avec une autre personne, mais cette fonction vous l'avez en tout cas incarnée comme de façon juste extraordinaire. Voilà. Alors on a plein de choses à apprendre de vous ce matin, le cadre de la médiation. Les vertus de la médiation, bien sûr, vous allez peut-être commencer par ça, les avantages de cette démarche, les défis de la médiation, et puis quelques enseignements tirés de votre observation sur la relation entre les épargnants et les intermédiaires financiers, sur les évolutions de ces problématiques de gestion de l'épargne de façon plus générale. Donc, on vous attend sur tous ces sujets sur la base d'une expérience juste incroyable on dit près de 15 ans, ça a été un peu le résumé, c'est plutôt 14 ans, mais c'est en tout cas une expérience juste extraordinaire après un parcours de carrière juste extraordinaire aussi. Donc merci infiniment pour être là et pour partager un petit peu de votre expérience dans Cohen-Branch. Merci. Merci à vous. Vous avez tout dit. On va pouvoir commencer. On a presque tout dit. Comme c'est au fond, puisque vous me connaissez, j'ai la parole libre. On est en petit comité, donc je crois que c'est ça qui sera intéressant. C'est vrai que c'était compliqué en me disant mais qu'est-ce que je vais dire. À la fois qu'est-ce que je vais choisir de dire dans cette longue carrière, puisque alors je vais déjà un tout petit peu compléter ce que je n'ai jamais écrit. Ça sera plus intéressant peut-être. Et donc en fait je suis une science po droit, mais il y a plus d'un demi-siècle. Voilà. Donc généralement on s'arrête, mais donc ça fait 60 ans. C'était et au fond, donc les 10 premières années de ma vie, j'étais économiste international. J'ai pas été juriste. Et c'est la BNP qui est venue me voir parce qu'il y avait un congé maternité. Vous voyez à quoi se tient les carrières. Et c'est comme ça qu'à 30 ans, ils ont oublié, ils avaient remarqué que j'avais une maîtrise de droit et ils m'ont dit mais est-ce que j'ai dit écoutez, si vous me formez, pourquoi pas. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc à partir de 30 ans, effectivement, je suis devenue juriste. Donc et puis la deuxième chose, mais comme ça n'avait pas de rapport avec ma fonction de médiateur, je ne l'ai jamais mis dans mon CV, mais j'avais comme compagnon qui est devenu mon conjoint, qui est devenu ambassadeur de France à Stockholm. Et donc pendant 5 ans, quand j'étais au Crédit Agricole, j'ai négocié. Alors j'ai dit, vous verrez, je vous demande un temps partiel, mais ce sera un salaire partiel pour vous. Et c'était le début d'Internet, donc je suis partie avec un téléphone portable et ordinateur. Et pendant 5 ans, 10 jours par mois, je suis devenue ambassadrice de France à Stockholm. Et donc ça a été de devoir mélanger la vie comme ça un peu diplomatique avec le reste, ça a été aussi une expérience, mais qui n'avait pas de rapport avec la médiation. Donc ça, je ne le disais pas. J'ai pas l'habitude de regarder derrière.
Donc, il va falloir tout de même commencer à m'habituer à dire voilà ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'effectivement, ça a été une expérience absolument incroyable. Mais la plus incroyable, ça a été tout de même mon passage à la Cour de cassation. Et donc, en service extraordinaire, parce que effectivement. Et là, c'est parce qu'on était dans une association des juristes de banque. À l'époque, ils avaient besoin sans doute d'une fille et d'une petite banque. Donc, j'étais mise dans le conseil d'administration. Et puis, généralement, bon, j'aime bien organiser. Et on a commencé à connaître des conseillers à la Cour de cassation. Et puis là, qui posaient des questions. Et j'avais l'habitude de dire les choses. Donc, alors, quand ils disaient, au fond, c'est quoi un contenantissement espèce? Vous pouvez nous dire? Et puis, la confiance s'est établie, ce qui fait que juste précisément à mon retour de Stockholm, ils m'ont dit écoutez, voilà, nous sommes le président et le doyen et au fond on voudrait faire une expérience avec vous. Est-ce que vous accepteriez d'être conseiller à la Cour de cassation? Alors je suis partie d'un grand éclat de rire en disant mais j'ai jamais rédigé d'arrêt de ma vie. Comme quelle chance, vous n'aurez pas l'handicap qu'ont les conseillers qui ont été magistrats toute leur vie et qui doivent réapprendre. Et d'ailleurs je me suis amusée parce que quelques années plus tard, c'était la BNP, m'a dit est-ce que vous nous expliquez ce que c'est qu'un arrêt de la Cour de cassation? Alors j'ai appelé ça parlez-vous la langue de la Cour de cassation parce que tu grammaire. Et donc ça a été des moments extraordinaires. Alors le jour où je suis arrivée à la Cour de cassation, parce que ça a duré tout de même un an, je me souviendrai toujours au moment du grand oral, un peu comme à l'ENA, quand vous avez pendant un an montré patte blanche, effectivement au tribunal, à la Cour d'appel, votre nomination dépend. Alors, il m'avait dit, on vous proposera, mais c'est pas nous qui déciderons. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Arrive l'équivalent du grand oral. Et le grand oral, vous savez pas ce qu'on va vous poser comme question. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils vont essayer de tester techniquement, juridiquement? Alors, en fait, c'était des questions presque philosophiques. Et alors, il y en a un qui m'a dit, mais et si vous n'étiez pas, vous n'arrivez pas à la chambre commerciale. Alors je dis, écoutez, si la Cour de cassation veut se doter de spécialistes, c'est sans doute pour les utiliser à bon escient. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit, si c'est la chambre sociale, ça me prendra un peu plus de temps, mais je suis tout de même juriste. Et puis il y en a un qui m'a posé une question aussi en disant, qu'est-ce que les entreprises craignent le plus de la jurisprudence? Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je dis, je ne crois pas que ce soit la sévérité, c'est l'imprévisibilité. Une entreprise, elle a besoin de prendre son risque et de le calculer. Et si elle ne sait pas où la jurisprudence va ou si la jurisprudence est ça pose un problème. Et puis, au bout de 3 heures, j'étais épuisée, totalement épuisée. Madame, on vous a beaucoup écouté, c'était tout à fait passionnant. Je crois que c'était le représentant de l'Assemblée nationale ou du Sénat, je ne sais plus. Mais ça fait 3 heures qu'on vous écoute et vous n'avez jamais dit Europe. Pourquoi? Et je dis, vous avez tout à fait raison. D'autant plus que c'est à peu près 80% de la législation qui nous vient de transposition de l'Europe. Mais peut-être que nous faisons, peut-être comme dans la pièce de Molière, qui faisait de la philosophie sans le savoir, et nous faisons de l'Europe sans le savoir. Donc voilà. Donc et finalement, et alors mon comité d'accueil, pour les juges, ça a été extraordinaire, mais il y avait, puis je m'arrêterai là pour la Cour de cassation. Après, ça a été au fond, ça s'appelle des visites de courtoisie. Alors vous devez rencontrer. Et alors je vois encore de très loin, à 25 mètres devant moi, le président de la première chambre, qui me dit de très loin bonjour Madame la banquière. Et je me suis dit oh là là, ça démarre. Et donc, et finalement après, la mue s'est faite. Voilà, il faut à peu près 7 mois pour apprendre. Et j'ai un souvenir merveilleux, puisque me fait un très joli cadeau, effectivement, Daniel Tricot, qui a été président de la Chambre, qui en permanence était en train de nous dire, vous êtes formidables, vous les conseillers, je suis très bien entouré. Et ça m'est arrivé une fois, vous êtes tout seul de votre avis. Vous démarrez. Et vous avez eu, cher Daniel, une vraie, et vous m'avez dit, bienvenue au club, madame. Et cette délicatesse qu'a toujours eu Daniel Tricot comme président de chambre, ça c'est quelque chose qui me restera. C'était bon voilà, c'est-à-dire je réalisais mon rêve de travailler pour l'intérêt général. Voilà.
Donc, et puis alors là, ça vous poursuit après, c'est-à-dire vous êtes dressé. Et donc, partout, ensuite, voilà. Donc, ça a été, et à ce moment-là, le premier président vous envoie dans des comités. Alors, il y a des comités où vous avez beaucoup de travail et c'est pas payé, des comités où vous n'avez pas de travail, vous êtes bien payé, vice-versa. Mais donc là, on m'a envoyé, et là, ça a été beaucoup de travail. C'était à la commission des sanctions de l'AMF, où pendant 8 ans, c'est-à-dire le temps où j'étais à la cour de casse. Et au fond, et puis il m'appelle un jour en me disant, vous avez un CV en anglais. Alors il y avait très très peu à cette époque-là de magistrats qui parlaient anglais, parce que j'avais dû tout de même un petit peu avec l'expérience de Stockholm. Il me dit, bon, ben, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, mais la Banque mondiale veut tout de même qu'on propose un candidat. Ben, je dis, ben, oui, je peux vous en envoyer un en anglais, j'en ai pas, mais je peux vous en envoyer un le lendemain. Et puis 6 mois plus tard, la Banque mondiale vous avez fait état du caractère, on va dire, très atypique et au fond, ce qui pouvait paraître une faiblesse devenait une sorte de force. J'avais été un peu à tous les bouts, voilà. Donc, j'ai commencé à la commission des sanctions, et alors c'était extraordinaire parce que j'étais à la fois à la commission de la Banque mondiale et celle de l'AMF. Et je pouvais voir l'évolution. Alors, on vous demande d'être indépendant, et puis à un moment donné, on vous trouve trop indépendant, voyez. Et à ce moment-là, il y a une bascule progressive qui se fait, et au même moment, vers les années 2010, l'AMF a dit, et si on faisait des transactions, ça veut dire est-ce que l'exécutif reprend la main, pas laisser la commission des sanctions partir comme ça, trop indépendante, et il s'est passé la même chose à la Banque mondiale. Donc ça, c'était aussi... Et puis c'est la Banque mondiale qui est venue me rechercher après. Alors c'est une chose qui ne se sait absolument pas. Mais si vous êtes un jour fonctionnaire international, vous ne pouvez pas, si vous avez un litige avec votre employeur, aller devant vos cours nationales, parce que ça remettrait en cause, on va dire, l'impunité ou l'immunité, justement, des organisations internationales. Mais pour éviter que ça soit une impunité, des tribunaux existent au sein de ces organisations. Et donc, nous sommes des juges. Là, on était 7 venant de continents différents, et il faut trouver un consensus, puisqu'on doit appliquer les grands principes du droit pour sanctionner l'employeur Banque mondiale si jamais ça s'est mal passé. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, les 2 fonctions où je sanctionnais, où je jugeais, où je décidais s'arrêtaient. C'était donc il y a 15 ans, à la retraite. Et puis, c'est là où l'AMF est venue me dire, alors, à quel moment? On était après la crise de 2008. C'est là où vous avez des accélérateurs d'histoire. La grande crise financière de 2008, qui aurait pu ressembler à celle de 29, tellement la crise était grave, et qui finalement a été sauvée. Et à ce moment-là, c'est là où l'AMF a dit, au fond, on s'est jamais occupé. On nous appelle, nous, à l'AMF, vous savez, les juristes et plutôt la presse, dit le gendarme de la bourse. C'est-à-dire celui qui poursuit. Et puis là, ils se sont dit, mais au fond, on ne s'est jamais occupé directement de l'indemnisation des épargnants, des investisseurs. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et ils se sont dit, on va essayer de renforcer la mission du médiateur de l'AMF. Mais dans cette période-là, il y a 2 périodes. Il y a avant 2016, c'est-à-dire avant la directive européenne. Et donc, ça veut dire qu'il existait un médiateur. Mais c'était l'AMF, c'était l'institution. C'était pas une personne physique. Et honnêtement, quand j'ai commencé à écrire sur toute l'histoire de la médiation de l'AMF, il y en avait même du temps de la COB. Mais c'était le premier, ben c'était le directeur de la communication, et je crois qu'il y avait 9 dossiers. Voilà. Donc c'est pourquoi? Parce que pour on va dire le public, l'AMF c'était d'abord l'association des maires de France, et c'était pas l'autorité des marchés financiers, hein. Et puis donc à ce moment-là, quand je suis arrivée, il y avait tout de même 4 à 500 dossiers, hein, déjà. Et au fond, ce qui a été déjà une anticipation, et avant même la directive européenne qui a effectivement révolutionné un peu tout et structuré en plus, on va dire, cette mission, eh bien, que ce soit la CPR ou l'AMF, enfin à l'époque l'ACP, hein, c'est devenu un peu plus tard, il y avait l'idée que les professionnels, les banques, puisque certaines grandes banques sont là ce matin, merci, c'était une reconstitution de ligue dissoute, eh bien, en fait, au fond, l'obligation de faire figurer en cas de litige, il faut qu'il y ait un médiateur.
Et ça, c'est ça qui a fait qu'en l'espace de quelques années, le nombre on va dire, d'épargnants, effectivement, ont su qu'il y avait une possibilité gratuite. Alors, la médiation, s'il faut résumer ce que c'est, vous la trouvez en tant que médiation et amiable, puisqu'il existe aussi une médiation judiciaire, dans le code de procédure civile. Mais il y a très peu de choses. Vous avez une définition qui ne veut rien dire, à part le fait que vous pouvez résoudre amiablement avec l'aide d'un tiers. Ça va pas très loin, hein. Mais ça permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Mais c'est la seule définition qu'il y a dans le code de procédure civile. Et donc, de ce fait, si vous regardez la médiation en France, sans parler de la médiation dans la consommation, qui est donc arrivée avec cette directive, vous voyez que effectivement c'est amiable, qu'un tiers peut intervenir et que c'est confidentiel. Et puis dernière chose qui est arrivée en 2008, c'est par une législation, la suspension de la prescription. Voilà. Si vous êtes en dehors de la médiation de la consommation, si un jour vous faites une médiation, vous tomberez dans le code français sur ces 3 caractéristiques. Alors qu'est-ce qu'a apporté la directive? Donc la directive, la commission, elle avait une obsession, c'était le marché unique. C'était pas l'harmonisation. C'était le marché unique. Ça veut dire, si j'achète un pantalon en Autriche et que je m'aperçois que la couleur me plaît pas ou la taille, hein, il faut que je puisse amiablement, gratuitement, rapidement, pouvoir trouver une solution à mon litige. Voilà. À partir de là, ce qui a caractérisé cette directive, alors pour les juristes qui sont nombreux ici dans cette salle, qui est d'harmonisation minimale. Ça veut dire que vous pouvez faire plus que de prévoit la directive, mais pas moins. Il y a eu une très grande diversité. C'est-à-dire, vous avez des pays, à l'époque, l'Angleterre était encore, vous pouvez à ce moment-là, il peut avoir le même pouvoir que le juge. Ça peut ne pas être confidentiel. Vous voyez qu'en fin de compte, l'harmonisation n'était pas au rendez-vous, il y avait des cultures différentes. Et en France, il y avait des médiateurs bancaires depuis déjà 20 ans. Donc, il a été plaidé avec succès que les médiateurs d'entreprise pouvaient demeurer dans cette nouvelle structure. Mais c'était pas, il a fallu, ça n'a pas été évident, mais ça a été malgré tout admis. Et donc, c'est cette structure qui s'est développée avec cette grande diversité. Alors, il est resté ce triptyque fondamental, gratuit et confidentiel. Et donc, ce que l'on peut dire, et ce que dès que j'ai été désignée, je me suis aperçu qu'au fond de compte, ce que faisait l'AMF, c'était encore à moitié ce qui m'apparaissait être intéressant. Fondamentalement, et c'est ça qui m'a guidée, c'était de dire, on le sait, quand c'est une médiation de la consommation, il y a a priori, alors pas toujours, hein, une asymétrie entre l'expertise, au fond, un professionnel et un consommateur réputé, enfin, ou présumé vulnérable et ignorant. Donc, comme le juge de la consommation, au civil, qui a effectivement le droit qui a plus de pouvoir que le juge civil traditionnel. Le juge civil traditionnel, on dit, c'est la chose des parties. Si on ne lui demande pas, le juge n'a pas à interférer. Le juge de la consommation, il peut voir des règles d'ordre public dans le code de la consommation qui ignorent on va dire le consommateur. Donc lui, il va pouvoir le soulever, on dit proprio motu, d'office, sans que les parties le lui demandent. Et la plupart des règles dans le code de la consommation sont des règles dites d'ordre public. Donc, il va avoir plus de pouvoir. Et c'est un peu tout de même cet esprit qui m'a paru important dans cette médiation. C'est de dire, bon, alors, je vois bien que parfois, certains investisseurs en savent plus, voire ont aussi envie, comprennent pas, mais pourquoi j'ai perdu? Ben, ils se souvenaient plus que finalement, il y avait un avantage fiscal, qu'ils ont signé tous les documents disant qu'il y avait c'était pas liquide, ils pouvaient pas sortir. Mais ça, évidemment, j'ai eu récemment encore une dame qui m'a dit, ben oui, on m'a conseillé, ben c'est pour ça que je lis pas les documents. Alors je lui dis, non, chère madame, on vous a juste conseillé, mais vous n'avez pas délégué votre gestion. Et donc, c'est vous qui restez décisionnaire. Et ça n'écarte pas du tout votre obligation de lire les documents. Alors, je le sais bien, personne ne les lit. On est entre nous.
C'est d'ailleurs, et ce sont souvent des clauses d'exonération de responsabilité. Donc, un des mes derniers testaments, si j'ose dire, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait essayer de conserver, ce n'est pas encore une obligation pour vous, mais quand les clients l'ont conservé, les documents commerciaux. Évidemment. Parce que là, on va s'approcher de ce qu'a écrit le moment clé du conseil. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on a fait croire qu'il n'y avait pas de risque? Est-ce qu'on a dit l'inverse de ce que disent les documents? Mais là, la Cour de cassation le sait bien, et ça faisait longtemps que ça figurait dans le code monétaire. Les documents commerciaux, vous pouvez pas mettre tout ce qui va bien et tout ce qui va mal dans les documents juridiques. Vous devez avoir un balancement, hein. C'est-à-dire, et moi, quand par hasard, un client, un consommateur, donc un épargnant, me transmet, je me souviens très bien, alors je ne cite aucun nom puisque c'est confidentiel, mais était une banque où effectivement, dans 9 ans, lors de votre enrichissement global, bingo, je lui dis, vous avez éliminé le risque de l'aléa des marchés. Et là, j'avais la preuve. Donc, les mails des moments où ça s'est passé. Moi, je regarde non pas ce qu'on me dit aujourd'hui, parce que évidemment, les gens reconstruisent leurs films, hein, mais qu'est-ce qui ça a été échangé? Et si par hasard il y a des mails et de l'époque, là, je vais retrouver des éléments qui seront plus proches de la réalité. Mais sinon, moi, je n'ai pas de pouvoir d'investigation, je n'ai pas de pouvoir de contrôle, et je ne vais pas aller pouvoir rechercher. Donc, un de mes éléments, c'est de dire, au fond, garder les documents commerciaux, et peut-être qu'un jour, dans un monde plus idéal, les professionnels auront l'obligation aussi de garder les documents commerciaux. Parce que là, je pense alors, il y a un document qui fait que je rends des avis défavorables, et quand je le trouve, je suis très contente pour l'établissement, hein, en tous les cas. Je vois dans certains nombres d'établissements, pas dans tous, manuel de bonne compréhension. Il souscrit un crédit. Donc, on sait que les 40 pages dans lesquelles il y a tout, il les lira pas. Par contre, on lui résume et il doit le signer. C'est-à-dire qu'il va voir sur une seule page, manuel de bonne compréhension du produit qui est complexe. Attention, il va se passer ça. Vous aurez l'avantage de, mais vous ne pourrez pas partir avant, ou vous risquez de. Et quand je le trouve, évidemment, je dis, mais attendez, vous avez signé. Et en 10 lignes, vous aviez exactement les caractéristiques de ce produit, avec tous les avantages et les risques. Très bien. Et là, je donne un avis défavorable, puisque vous savez que donc ce ne sont que des propositions, hein. Il faut encore que ce soit accepté. Donc ça, c'est pour moi. Alors c'est très drôle parce qu'il y a eu très gentiment un article dans Le Monde il y a ce week-end sur ce que j'avais obtenu en matière d'épargne salariale, qui est sans doute un des domaines dans lesquels j'ai plus fait avancer, on va dire le schmilblick. En fait, c'est sans doute puisque pour moi, si je résume, j'ai 3 missions en tant que médiateur. Le premier, c'est tout simplement d'essayer de résoudre à l'amiable. C'est d'abord ce qu'on me demande. C'est-à-dire, j'ai une particularité que n'ont pas tous les médiateurs, mais ça sera intéressant, parce que ça prend beaucoup de temps, mais c'est de dire, je négocie avec le professionnel avant d'émettre ma proposition. Alors, je sais qu'il y a certains médiateurs qui font dans la masse, je pense aux médiateurs du tourisme et du voyage. Lui, il me dit, j'ai pas le temps, hein. Bon, je reçois les documents, je regarde et je revois mon avis. Il ne sait pas ce que va faire la compagnie aérienne. Mais moi, parce que on fait nous, vous avez dit, je fais beaucoup de dossiers. Oui, comparé au nombre de juristes que j'ai. Et là, c'est un des limites malheureusement de l'AMF, c'est que les moyens sont très contraints, trop contraints en personnel. Mais on fait de la haute couture. C'est-à-dire qu'on est réputé avoir des dossiers complexes et effectivement, mais quand je vois effectivement Pierre Minor en face de moi, il faut mettre un zéro de plus. C'est 20 000 dossiers que tu as à peu près, hein, voilà. Et tu as combien de personnel alors actuellement, aujourd'hui ou demain, je sais pas parce que ça va s'améliorer. Voilà. Donc là on est. Alors derrière on va regarder, ce sont les fraudes, hein, pour l'essentiel à 80%, malheureusement. Hein. Et puis, alors il fut un temps où avant la DSP2, puisqu'on est entre spécialistes, hein,
avant l'authentification forte, celle qui vous oblige à avoir votre téléphone portable juste à côté pour confirmer que c'est bien vous. Je traitais les fraudes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle traiter les fraudes? C'est quand ça fait partie toujours je suis dans la première mission, hein, celle où effectivement il faut essayer de régler. Après, je vous parlerai de la deuxième, celle où je vois qu'il y a un process qui n'est pas satisfaisant parfaitement et où le professionnel va se servir de mon avis pour demander le budget informatique peut-être qu'il n'a pas eu. C'est de la bonne utilisation de l'avis du médiateur. Et ça marche pas mal, paraît-il. Certains me disent, bah écoutez, voilà, merci. Merci, pourquoi? Parce que l'avantage pour les professionnels, bah évidemment, c'est que c'est confidentiel. Et ça, c'est une chose que les gens, l'AMF ne sait pas que votre entreprise, si vous représentez ici une entreprise ou une banque, que vous êtes en médiation. Nous avons un China's Wall. Donc ça, c'est important. Et donc ça. Et puis la troisième, c'est de dire, ah mais non, mais le professionnel a fait ce qu'il pouvait, mais c'est la loi qui devrait être améliorée, c'est les textes. Voilà, donc les trois missions que moi j'ai considérées comme étant relevantes, et c'est vrai que je reconnais qu'en étant adossé au régulateur, mais j'en suis pas membre, hein, je suis pas salarié de l'AMF, moi. Donc on me verse une indemnité c'est prévu par un décret, et donc de ce point de vue-là, il y a une vraie indépendance, et aucun des 5 présidents que j'ai connus de l'AMF successivement n'a jamais, ils ont tous joué les choses. Ça a été extraordinaire. Je veux dire, c'est moi une fois qui ai demandé un entretien au président de l'AMF pour une histoire absolument incroyable. C'était le moment où j'avançais dans mes préconisations sur l'épargne salariale et j'apprenais avec la loi Pacte qu'il allait y avoir le PERCOL, le PER, parce que certains d'entre vous sont salariés et donc ils ont déjà vu déjà tous les problèmes que ça pose. Quand je fais de temps en temps de la formation pour des jeunes, je veux dire, qu'est-ce qui se passe si vous répondez pas dans les 15 jours? Parce que chaque année, vous savez, un salarié, ça doit dire, ben moi, je préférerais le placer, à ce moment-là, avantage fiscal, ou je préférerais l'avoir tout de suite, c'est un complément de salaire. Et si vous répondez pas, c'est-à-dire vous êtes absent, vous êtes en vacances, vous êtes malade, eh bien, le code du travail vous dit, ben la moitié part dans l'épargne retraite. Alors vous avez 20 ans, vous êtes un CDD. Honnêtement, au bout de 5 ans, ça a été pompé par les commissions, hein. Et donc, lui avait demandé à ce que les petits PERCO, hein, ça s'appelait là, puissent être débloqués, parce que sinon, ça, the miss the point, hein. Ça veut dire que c'est pas ce qui était prévu, ça n'ira jamais jusqu'à la retraite. Le Trésor m'invite et me dit bon, on aime beaucoup toutes vos propositions, c'est intéressant, mais il se trouve qu'on va tunneliser le PERCO. Alors j'ai dit tunneliser, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire qu'on vous met dans une seringue et que vous n'en sortez pas. Alors j'ai dit attendez, vous avez 20 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, on se croit éternel. Donc la retraite, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, et donc vous voulez dire que si on ne répond pas, c'est bloqué jusqu'à la retraite, parce que les seuls cas de déblocage anticipé pour la retraite, c'est des cas subis. Alors c'est plus le mariage, encore que ça pourrait se discuter. C'est le décès, c'est la liquidation judiciaire, enfin le surendettement, enfin des accidents de la vie. Mais c'est pas si vous prenez l'initiative. Et donc je vais voir à ce moment-là. Là je demande, je dis j'aimerais rencontrer le président de l'AMF et je dis écoutez, si vraiment on a même supprimé la dernière chose qui peut intéresser un très jeune, c'est l'acquisition de la résidence principale, hein, parce que là il peut encore se projeter 10 ans en se disant mais peut-être qu'un jour je pourrais. Alors là franchement, je pense que si un jeune né dans le PERCO, c'est par erreur, hein, il y aura pas de. Et donc j'ai obtenu, mais j'ai pas été la seule à faire du buzz, hein, mais il a été obtenu que l'acquisition de la résidence principale resterait un cas de déblocage anticipé, mais pas l'amélioration, hein, voilà, pas les constructions. Bon, voilà. Et donc il y a eu, mais ça fait partie, vous voyez, c'est la seule fois où j'avais demandé un entretien au président de l'AMF en 15 ans. Et donc j'ai eu cette chance, hein, au fond, de pouvoir dire
J'ai été vraiment indépendante. Alors, partez pas vraiment, je crois que je le suis. Et je me souviens, quand le secrétaire général, au début de ma fonction, ses premiers mots ont été et qu'est-ce qui se passe si tu deviens folle? Il était très inquiet. Alors, je lui ai dit, mais tu sais, il y a même déjà un arrêt du Conseil d'État qui est venu dire que j'ai pas de pouvoir. Enfin, c'était à mon prédécesseur. Donc, je peux pas, peut pas y avoir d'abus de pouvoir. Mais tout de même, puisqu'on parle, donc on est c'est un dialogue franc, on dit. Si je ne dispose pas des moyens pour mener ma mission, c'est moi qui partirai, qui te rendrai mon tablier. Voilà. Donc, et puis après, ça a été très bien. Et voilà. Donc, je pense que cette mission, ce dont je me souviendrai le plus, et ça a été dit, comme j'avais été à la Cour de cassation, qu'est-ce que je voyais? Je voyais bien des dossiers où il y avait une erreur humaine. Là, donc il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une erreur de procédure ou c'est une ignorance, soit du professionnel, soit du consommateur, de l'épargnant, c'est de dire, on a fait un gros travail et ça serait utile de le faire connaître à d'autres. Et là, j'ai pris l'initiative toute seule. J'ai dit, ben, je vais en publier un chaque mois. Anonymisation. Donc, mais au fond, c'est comment, en fait, revivre la jurisprudence de la Cour de cassation, mais c'était plus la Cour de cassation, mais de pouvoir dire, ah, au fait, voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qu'on pourrait en tirer. Et donc, chaque mois, je discute, alors, au moment où je valide l'avis, je dis, ben, celui-là, il pourrait devenir un dossier du mois. Il dépasse l'intérêt. Et ça a été effectivement un vrai succès. Et je pense que c'est ça qui a donné une sorte d'aura à cette médiation. C'est que brusquement, ça a été très gratifiant pour moi, mais des grandes banques sont venues me dire, ben nous on l'a mis dans notre doctrine, nous on l'a fait lire à nos juristes. J'ai des associations de consommateurs qui m'ont dit, bon, on vous dérange plus. Alors, il faut faire gaffe parce que j'ai dit, est-ce que vous avez vérifié que c'était exactement la même situation, hein? Tout ne peut pas se plaquer. Mais ça a été effectivement, il y a eu qui ne s'est pas démenti, et quand je retrouve dans des revues de soit professionnels, soit de consommateurs, et là justement ce week-end, Le Monde pour l'épargne salariale, où j'essaye aussi de voir quand il y a une nouvelle réglementation, parce que c'est pour ça qu'on est toujours, on ne s'ennuie jamais. Je ne lis plus de romans policiers, parce que ça va, on a la nouvelle réglementation, le temps de la déchiffrer, le temps d'imaginer ce qui se passe, et vraiment de ce point de vue-là, on conserve effectivement on a toujours un intérêt à essayer de comprendre la nouvelle réglementation. Et par exemple, et c'était l'article du Monde qui était parfait, sauf sur une phrase. Donc, mais c'était parfait parce que avec la loi PAC de 2019, on a vu apparaître des nouveaux cas de déblocage. Très bien. Sauf que quand le diable est dans le détail, vous regardez par exemple, on dit c'est formidable maintenant, on peut débloquer pour quand on est un aidant, pour à partir d'une personne mais vous découvrez que il faut avoir un taux d'invalidité de 80%. Or effectivement, le pauvre malheureux, il était à 79%. Voilà. Alors, il pouvait pas se lever, il pouvait pas manger, il pouvait pas aller aux toilettes tout seul. Mais c'était 79. Et là, j'ai dit effectivement, c'est pas incitatif, c'est dissuasif, parce que ça n'arrivera presque jamais. Alors, il me reste la carte équité. Et je dois dire que en épargne salariale, c'est ça qui est formidable. Il y a 5 grands teneurs de compte, qui sont pas des établissements de crédit, hein, mais et qui se partagent le marché, dont un fait d'ailleurs la moitié déjà du marché. Et il y a eu un respect mutuel. Et donc, ce que je fais dans ces cas-là, les établissements qui me connaissent, avec lesquels il y en a, c'est puisque je discute, et là j'ai rebouclé, je referme ma parenthèse, mais ça va, j'ai tenu bon. Je discute avec eux. Et alors ça s'appelle demande de réexamen par le médiateur de l'AMF dans le dossier de monsieur ou de madame Intel. Et là, ils savent que j'ai regardé le dossier, où mes juristes m'ont alerté en disant ils veulent pas. Alors je regarde le refus et je me dis non, ça marche pas.
ça passe pas. Et donc à ce moment-là, je vais personnellement rédiger un mail sous cette forme-là. Et je vais dire merci beaucoup, j'ai pris note de votre analyse, intéressant. Je vais vous dire tout de même quel est l'état de ma réflexion. Et j'explique pourquoi il me semble que, dans l'intérêt des deux parties, pour éviter la publication et le risque d'une procédure judiciaire, qui va coûter avec des avocats. Alors là aussi, parce que c'est ça qui est amusant, un cas concret, c'était un problème d'augmentation de capital au plan international, et il y avait, selon moi, un trou par rapport à l'effet que pouvait produire cette augmentation par rapport aux gens aux salariés qui pouvaient en bénéficier. Et donc, il y avait un préjudice de 25 000 euros d'un salarié dirigeant d'une filiale dans un pays étranger de l'Union européenne. Et donc, j'appelle cette fois-ci au téléphone. C'était un grand émetteur connu pour vraiment être au carré, formidable, directeur au fond des actionnaires, de la direction des actionnaires. Et je lui dis voilà, j'ai un trou. Alors il m'a dit écoutez, madame, j'entends ce que vous me dites, mais enfin tout de même, on avait pris un très grand avocat qui nous a pas parlé de ce trou dans ce que nous avions fait. Est-ce que vous me permettrez de le consulter avant? Ah, je dis pas de problème. C'est quel cabinet d'avocats? Bon, veillez tout simplement à regarder que le coût de la consultation n'excède pas ce que je vous demande. Il m'a dit allez, vous avez vos 25 000. Bon, c'est ça aussi la médiation, hein. C'est-à-dire, mais je veux dire, ils savent que je suis pas une porte ouverte, c'est pas parce qu'on me demande que je propose. Et je pense qu'il y a un respect mutuel avec les années qui se sont faites. Et quand je demande en équité, je commence par rappeler, je n'ai rien à vous reprocher en droit. Vous avez respecté. Mais qu'est-ce que c'est injuste dans cette situation? Je pense que, et là, je peux mettre en avant le profil. Je vais demander combien il a payé, je demande des justifications sur les impôts qu'il a payés, sur la précarité de sa situation, ou vraiment, voilà. Donc, et là, je dis, est-ce que vous accepteriez, à titre exceptionnel, en équité, malgré tout, de débloquer, de lui verser, de payer cette somme-là? Et je peux vous dire, alors, et là, parce qu'ils savent que je ne demande pas chaque fois, voyez, parce que quelquefois, je me dis, ben non, là, celui-là, tant pis, hein, il savait, il était, hein, non. Donc, c'est que ce soit, et c'est très drôle parce qu'il y a un très gros dossier, tout à fait passionnant, mais très complexe, où se mêlait un penny stock qui caractérisait un DPS et qui a fait que la personne croyait qu'elle allait être débitée de 1 000 euros, elle l'a été de près de 200 000 dans la journée. Dire c'est la faute à qui? C'était manifestement la faute de l'intéressé puisqu'il avait donné un ordre au marché, donc sans limite de prix. Mais vu ce que ça pouvait, ce qui se voyait, que ça allait être, parce que c'est, alors moi je trouve que les penny stocks devraient pas exister des ordres au marché. Enfin voilà, ça c'est une des conclusions que je dirais. Pourquoi ne pas paralyser et dire que quand c'est un penny stock, il y a de tels risques de décalage de cours ou de situations dans lesquelles simplement parce que c'est un penny stock et que c'est 3 zéros après la virgule, que finalement il y a des augmentations telles que ça provoque des situations extravagantes. Et c'est très drôle parce que j'ai reçu hier, à la suite de mon fameux mail où j'ai fait une analyse en 2 pages, une proposition qui me paraît intéressante de la part du professionnel. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette mécanique-là qui, il y a parfois des dossiers. Alors, on est, comment vous dire, ce qui est sûr, c'est que il y a des domaines dans lesquels j'ai eu le sentiment qu'on avait amélioré les choses, et puis d'autres où je suis limité. C'est clair. Je veux dire, je pense, par exemple, que aujourd'hui, je vois bien que, par exemple, peut-être qu'on a dit des choses, mais je n'ai que les documents juridiques. Et ça, je veux dire, c'est un sentiment de frustration, parce que je le sais bien. J'ai aussi le problème de la lutte anti-blanchiment, où je vois bien
qu'il y a ça c'est quelque chose de nouveau, des risques de clôture de compte. J'en ai fait un dossier du mois, parce que les professionnels dans la lutte anti-blanchiment doivent poser des questions et si on leur répond pas, ils doivent clôturer le compte. Je peux vous dire que ça secoue, effectivement. Alors que quand c'est le questionnaire MIF, c'est-à-dire celui où on doit regarder si vous avez, quels sont vos objectifs, votre expérience, votre appétence de risque, votre capacité à subir les pertes, vous avez le droit de pas répondre. Mais à ce moment-là, le professionnel n'a pas le droit de vous conseiller. C'est du bon sens. Très bien. Tandis que si vous ne répondez pas au questionnaire de lutte anti-blanchiment, il a l'obligation d'ordre public de clôturer votre compte. Et j'avais vu des banques qui avaient mêlé les deux questionnaires. Alors bon, donc ça effectivement, et qui avaient en plus clôturé le compte 2 jours après. J'ai dit non seulement vous faites de la rupture brutale, mais ensuite vous avez mélangé les deux. Donc on va revenir en arrière, on va faire le film en arrière. Vous allez rouvrir ça, et puis au moins lui laisser 2 mois. Mais vous devriez améliorer votre système. Donc ce que j'ai envie de dire, au fond, c'est vrai que pour vous professionnels, quel est l'intérêt d'entrer en médiation? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. À l'évidence, la première des choses, c'est que c'est confidentiel. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'AMF, vous le savez pas toujours, c'est gratuit pour vous. Alors, ce n'est pas, je sais que les médiateurs publics de la consommation, nous sommes 3. Il y a le médiateur de l'énergie, le médiateur des jeux en ligne et le médiateur de l'AMF. Ça veut dire que notre statut est prévu dans la loi. Et que, effectivement, à ce moment-là, on est un vrai service public et que même les professionnels ne payent pas. Donc, je le rappelle de temps en temps aux professionnels. Vous n'avez rien payé. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, ce statut de médiateur public, pour le professionnel, alors, il y a des fois où le professionnel met du temps à répondre. Il y a des fois où moi, même en ce moment, je mets du temps à traiter le dossier parce que il y a eu des départs cette année, 4 sur 6 en un trimestre. Je peux vous dire que ça secoue et que donc il va y avoir des délais plus grands, mais que les fonds publics pour doter effectivement du personnel, c'est une longue bataille. Donc ça, c'est pour vous l'avantage. Quelquefois, j'ai dit en riant, à moitié en riant, je devrais être dans votre service marketing, parce que finalement, je vous offre un audit gratuit. Et si vous passez mon avis, parce que c'est tout de même, je peux me tromper, mais je pense tout de même que là, il y a un process qui pourrait être amélioré. Benchmarking, je peux voir ce que font les autres. Et ça vous le voyez pas forcément. Et ça, c'est quelque chose où je peux dire, c'est drôle, vous avez fait ça, mais je vois que vous avez une autre entité qui a fait ci au lieu de faire ça, et je trouve que c'est pas mal. Et donc, ça peut aider. Et puis, vous parvenez parfois à me convaincre. J'ai eu une grande thématique, c'est le PEA. Et donc, les gens imaginent que le PEA, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, ils ont une passion, c'est de transférer leur PEA. Si je pouvais, j'étais dictateur, j'interdirais les transferts de PEA. Vraiment. C'est-à-dire que ça sert à rien. En général, alors vous avez 2 types de banques, les banques dématérialisées. Alors là, ils sont formidables, mais finalement, dès qu'il y a un problème, alors là, il n'y a plus personne. Ils savent pas faire de la petite couture. Les banques classiques, savent mieux gérer les titres non cotés, parce que les titres non cotés, c'est du manuel, c'est de la petite couture. Et donc effectivement, j'étais en 2021 parce que c'était mon premier secteur, c'était là où il y en avait le plus. Alors c'est favorisé quand vous avez des fusions de banques, parce que brusquement ils se trouvaient dans une banque X et ils vont se retrouver, on leur présente d'aller plutôt vers la banque Y. Alors quand vous avez des rachats de portefeuilles, voire des fusions, alors là, et puis là, je pense que tout le monde le sait, il y a une succursale d'un pays membre de l'Union européenne qui a fait effectivement de la publicité pour que les PEA soient transférés chez eux, et puis on commence à voir les dégâts. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette succursale, effectivement, alors là, je peux en parler parce que moi, je les refuse. Donc, je ne suis pas couverte par la confidentialité. Quand, effectivement, c'est-à-dire que cette succursale,
allemande, ou, bon, effectivement, prévu pour le bancaire d'être chez toi, mais en placement financier, elle renvoie aux arbitres allemands, dans les conditions générales. Alors donc, moi j'ai dit, écoutez, je me suis fait une belle analyse, parce que là on tombe sur quelque chose qui d'ailleurs dans la révision de la directive, parce que vous savez que toute directive au bout de 10 ans il faut faire une toilette, et donc il nous est annoncé qu'il faudra qu'on se forme davantage en droit international privé, ce qui est sans doute le domaine le plus complexe qui soit, hein, c'est pour s'y retrouver. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas invoquer le règlement 1 bis de Bruxelles qui ne concerne que quel est le juge compétent, c'est-à-dire le médiateur ici, ben justement parce que c'est uniquement pour les procédures judiciaires. Donc Bruxelles 1 bis, ça ne permet pas de déterminer le médiateur compétent. Ce qui veut dire que je suis renvoyé aux conditions générales. Si la loi ne dit rien, si les règlements, si les traités ne me sont pas applicables, alors il me reste les conditions générales. Et la condition générale dit, allez, alors la loi, elle, s'agissant du PA, ne peut être que la loi française. J'ai déjà ça. Mais j'attends de voir comment un arbitre allemand va analyser la loi française fiscale, qui est vraiment très pointilleuse pour les PEA. Et donc, et là, je commence à avoir. Alors, en revanche, si dans un transfert, le client dit « mais c'est la banque d'origine qui a mal fait », à ce moment-là, je prends pour cette partie-là. Et là, j'ai déjà des premiers retours qui me disent « mais les clients ne l'ont même pas demandé, ça a été un transfert automatique ». Alors, eux n'accepteront effectivement de transférer que si on leur produit la demande du client. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième, et ça, c'est parce que quand je dis que pour la troisième mission, en tant que lanceur d'alerte, j'avais dit, au fond, vous avez le droit, même quand le titre est éligible légalement. Alors, c'est à vous, particulier, de savoir si le titre peut rentrer dans votre PEA. Très bien. Mais il n'empêche que de ce point de vue-là, les professionnels ont la faculté, c'était une question que je m'étais posée, de dire ok, le titre est éligible, mais moi chez moi non, je ne le prends pas. Et donc j'avais essayé de regarder si c'était d'une règle d'ordre public. Je vois rien dans le BOI. Et donc j'ai dit ok, mais où est-ce que le client qui va arriver chez vous sait que vous ne prenez pas les titres, par exemple, des titres non cotés XY? Ça, c'est un problème. Parce que et donc ici, on est en train de s'apercevoir que il serait en train, je parle au conditionnel, toi, faudra que tu regardes tout ça, de déterminer si oui ou non ils prennent les titres non cotés, parce qu'il va y avoir une sacrée déception à l'arrivée. Parce que pour le PEA, PME, il y a quasiment que des titres non cotés, hein. Donc, à votre connaissance, ils ne les prennent pas. Eh ben voilà. Alors, moi, j'avais dit dans le groupe de travail, parce que c'est là où je suis lanceur d'alerte pour la troisième mission, hein, quand je suis pas à la manœuvre pour essayer d'influencer le trésor pour dire ça serait bien que, il me reste à faire le lanceur d'alerte au sein de l'AMF, ce que j'avais fait pour les PEA. Donc, alors, ce qu'on appelle un groupe de travail à l'AMF, c'est très solennel. Vous réunissez tous les directeurs généraux de banque, ça dure 1 an, on se réunit, on se dit des bonnes choses, que proposez-vous, mais vous prendrez bien un peu de café, 3 sucres. En fait, quand on arrive à sortir des choses, hein. Enfin, généralement, c'est plutôt de la bonne volonté et des bonnes pratiques. On est à la Cour de cassation, on appelait ça le droit gazeux. Alors, les gentils disent le droit souple, les méchants disent le droit mou. Et je vois qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation que j'ai lu hier, parce que je trouve toujours passionnant, du 9 juillet 2025, je vous le signale, hein, le numéro 23-15-492 sur un problème de prise ferme rendu par la Chambre commerciale, mais avec le premier président qui a présidé, Monsieur Soulard, et qui vient dire, c'est le 4e attendu, d'abord qui a rappelé notre bel arrêt, cher Daniel, depuis le 4 septembre 2004, sur le fait que les lois à finalité d'intérêt général, on ne peut pas s'en prévaloir pour demander une indemnisation, qui le répète une 3e fois. Donc on nous a pas changé notre jurisprudence. Ils auraient pu. Alors ils le disent tout de même de façon un tout petit peu plus raffinée, en disant oui,
une telle loi, parce que qu'est-ce que c'est que le placement ferme, hein? Alors ils disent le placement ferme, c'est le fait que le professionnel s'engage à en acheter, mais c'est pas le fait qu'il les place, hein, c'est le fait qu'il les prend. Bon, très bien. La deuxième idée, c'est que en même temps, s'il y avait un dommage directement et personnellement dépendant du fait que les professionnels n'a pas été agréés à cet effet, oui, mais en réalité, on va s'apercevoir qu'il n'y a jamais de lien direct et personnel entre le fait que le client a souscrit un prêt et le fait que la banque n'est pas agréée. Hein. Donc, finalement, c'est une façon de dire la même chose. Donc, on ne peut jamais invoquer et demander la nullité du contrat. Bon. Et puis arrive, alors là, c'est la première fois que je vois ça, mais peut-être que je me trompe, hein. La position recommandation, parce que la CPR et l'AMF font des positions recommandations. Quelle est la portée juridique? Ben, la Cour de cassation vient de trancher. À elle seule, ça n'est pas une faute civile de ne pas l'appliquer. J'ai droit, hein? Voilà. Donc, la méconnaissance d'une position recommandation de l'AMF, laquelle n'a pas de force obligatoire, ne peut à elle seule, j'adore le former, à elle seule, constituer une faute civile. Bon, très bien, et c'est publié, bien entendu, 9 juillet 2025. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors, dernière chose, quelle heure est-il? Oui, je vais m'arrêter, mais vous verrez dans ce rapport 2024 qu'on est très heureux par rapport à la conjoncture. Donc, les dossiers de SCPI. Alors là où je suis très très négatif, c'est le crowdfunding immobilier. Et je trouve que vraiment, demander à des particuliers de financer de la promotion immobilière dans laquelle les banques n'ont pas voulu aller, excusez-moi, mais je pense qu'il y a malgode. Alors, quand vous êtes dans une bulle qui fait que l'immobilier va très bien, ça ne se voit pas. Mais dès que la mer se retire, ce qui s'est passé depuis 2 ans, je ne vois que des catastrophes. Alors, vous me direz, je suis là pour voir les catastrophes. Bon, donc je ne vois pas ce qui va continuer à bien. Mais tout de même, demander à des particuliers, parce que les banques savent faire, c'est leur métier. C'est-à-dire qu'on va regarder quel est le plan, la commercialisation, le permis de construire, avec quelle entreprise, quelle est la part d'autofinancement, quels sont les fonds propres, tout ça. Ils savent demander. Alors, mais ils savent aussi que la garantie de bonne exécution, c'est pour l'acquéreur, c'est pas pour le créancier. Mais évidemment, ce sont des tout petits montants. Alors certains ont cru faire très fort et ont dit, je vais faire 1 000 euros, parce qu'on leur propose toujours 10% d'intérêt par an, hein, en disant c'est juste 2 ans. Mais en réalité, alors un des premiers, c'était des plateformes, c'était plus de l'incompétence que de la perversion. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient rien regardé. Et alors, ils proposaient sur leur plateforme, ils proposaient, mais je disais tout de même, vous êtes incroyable. Alors, j'ai dit, là en plus, là, dans le projet pour lequel j'ai une trentaine, qui pour moi est énorme, une trentaine de récriminations, je vois que le projet était bon. Hein, il y avait 90% de commercialisation, il y avait ça, tac, tac. Mais je dis, oui, où est passé l'argent alors? Où est passé l'argent? Ben, ils disent, on a voulu mutualiser. Je dis, quoi? Vous avez voulu quoi? Et donc, ils avaient 20 projets avec la même société, ils bouchaient les trous. Je dis, vous êtes en train de me dire que vous avez fait une sorte d'abus de bien social. C'est ça que je suis en train de comprendre là. C'est-à-dire que des gens qui avaient pour une fois un bon projet, ils ont payé pour ceux qui avaient financé un mauvais projet. Ah bon, ici? Voilà. Donc, c'était ni fait ni à faire. Alors, le problème, et Isabelle Didier le voit bien, hein, en tant qu'administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire, le problème, c'est, une fois que j'ai fait la liste des 40 insuffisances professionnelles dans l'analyse qu'ils auraient dû faire avant de proposer, hein, on n'est même pas dans le conseil, on est dans l'information, hein. Je vous propose, j'ai sélectionné, eh bien, c'était extraordinaire. Bon, en tous les cas, je pense que c'est ce qui est très, on va dire, au fond, pénible, et c'est que je suis obligée de m'arrêter au niveau du préjudice.
Parce que moi, les dossiers que je vais voir, l'émetteur, ce sont des obligations structurées, cautionnées. Mais enfin, vous êtes tout de même créancier chirographaire, faut pas se leurrer, hein. Parce que alors là, certains me donnaient en disant mais il y a des garanties. Mais je dis mais c'est pour l'acquéreur les garanties. Vous avez présenté ça comme étant une garantie pour le créancier. Non, c'est une garantie pour l'acquéreur, la garantie de bonne fin. Et donc, je suis obligée de m'arrêter du fait que la Cour de cassation a toujours dit qu'effectivement la perte de chance, c'est-à-dire si vous m'aviez dit que, je n'aurais pas, hein, c'est ça la perte de chance. Le client vient vous voir et vous dit ah ben on m'a pas dit que, et donc c'est la chose la plus compliquée. Quelle est la probabilité? Donc la perte de chance ne peut jamais équivaloir à l'avantage que l'on pourrait espérer, mais doit se mesurer à la chance perdue. Et donc, les seuls cas où on cassait à la Cour de cassation, c'est de dire, vous invoquez un préjudice de 100, je peux pas, moi, juge du fond, je peux pas vous donner 100. Il faut que je vous donne 90, ou 10, ou 0. Mais je peux plus vous donner 100. Mais c'est l'appréciation du juge du fond. Est-ce que, moi, j'ai fait, est-ce que la probabilité est faible, moyenne ou forte? Et à partir de là, il y a une grande appréciation. C'est tout. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on me dit quand l'émetteur est en procédure collective, en liquidation judiciaire? Bon, on ne sait pas. Et je suis obligé de m'arrêter. Votre préjudice est seulement éventuel, et je ne peux pas à ce jour. Alors, ici, conserve la vie dans quelques années, mais voilà. Donc, ce sont en plus des dossiers qui sont frustrants. Et puis, voilà, je m'arrête là tout de même pour laisser un tout petit peu de temps à la discussion. Je vais pas parler des cryptoactifs, mais je dis beaucoup de mal des cryptoactifs aussi. Il y aura certainement une question là-dessus, effectivement. Merci infiniment, Madame Cohen-Branche. Vous disiez, vous ne vous embêtez pas dans votre fonction, on ne s'embête pas non plus à vous écouter. Merci infiniment pour cette présentation très vivante. Je voulais vous interroger d'abord sur votre appréciation sur la trajectoire générale de la relation entre les épargnants et leurs intermédiaires financiers. Est-ce que tout de même l'information des épargnants s'améliore? Est-ce que quand même, puisque vos dossiers viennent beaucoup d'un défaut d'information ou d'un défaut de conseil, est-ce que quand même on est sur une trajectoire positive en termes d'information de la clientèle, ou est-ce toujours aussi contestable, aussi nébuleux parfois, aussi imparfait? D'abord, je pense qu'il y a des établissements qui se sont améliorés. Je ne donnerai pas une réponse générale. Je crois que ça dépend beaucoup des politiques de banque. Il y a ceux qui ont fait des efforts, et puis je ferai cette distinction entre les banques traditionnelles et les banques dématérialisées. Là, je vois aussi que et on demande beaucoup aussi aux clients. Alors, c'est une grande distinction entre qu'est-ce qui est mis à disposition ou qu'est-ce qui est fourni. La CJE, la Cour de justice européenne, a fait cette distinction. Est-ce que vous avez une obligation de résultat de fournir l'information, donc de la lui apporter, ou est-ce que vous pouvez vous contenter de dire allez sur le site et vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, et dans ces clients, vous avez ceux qui s'y connaissent pour aller pianoter. Est-ce que il faut faire 10 clics? Est-ce que l'information, je vais la trouver au bout de combien de temps? Donc c'est toujours le diable dans le détail. Vous pouvez dire, mais j'ai salué ceux qui font manuel de bonne compréhension quand le produit est complexe. Et je pense qu'il y a des améliorations sur les questionnaires. Ça, c'est vrai. Mais il y a une grande diversité. Alors moi, je ne vois que ce qui va mal, aussi, Donc moi, je n'ai pas de vision globale. Il va parfois me manquer. Par exemple, une fois, j'avais fait sur les fonds de cuve. Les fonds de cuve, c'est-à-dire les gens avaient des FCPR, et puis au bout de 10 ans, ils disaient, je suis toujours pas remboursé. Il y avait eu un grand avantage fiscal, ça ils l'avaient oublié généralement les gens, et pourtant l'avantage fiscal était la contrepartie d'un risque énorme, évidemment, des FCPR à risque. Eh bien, et puis au bout de 10 ans, mais ils sont toujours pas remboursés. Et donc là, il y a un moment donné où je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai alerté l'AMF. Il y a eu un groupe de travail, quoi. Les connaisseurs savaient, ça s'appelle les fonds de cuve. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, vous, professionnels, à revendre dans le délai. Et donc 50% des sociétés de gestion étaient hors délai. Et ça, moi, je ne voyais pas. Alors quelquefois, c'était quelques semaines, d'autres fois, c'était 5 ans. Mais donc, il y a eu tout un travail fait par l'AMF, et le décret est sorti cet été pour essayer d'améliorer.
Voilà, donc il y a des améliorations, mais dans cette course entre l'innovation et la complexité, vous savez, j'ai écrit il y a 10 ans, je me souviens. Je l'ai relu avant de venir. Je dois dire que je me souviens du temps où le code de commerce était tout petit. Je me souviens du temps où les banquiers, c'était un métier légèrement ennuyeux, ils prêtaient, où les postiers postaient, où les assureurs assuraient, et où il y avait besoin d'une seule jurisprudence, celle de l'arrêt Buon, où on disait, quand c'est spéculatif, il faut qu'il en soit informé. Et ça allait. Et puis, il y a eu l'arrivée des produits complexes. L'arrivée des produits complexes. Et je peux vous dire que les produits structurés, les produits auxquels évidemment. Donc, l'information s'améliore, mais les produits deviennent plus complexes. Et donc, j'aurai toujours ce souvenir de cette accroche commerciale c'était un ETF, c'était un tracker, donc il reproduit. C'est le double inversé du CAC 40 quotidiennement. Double. Non, c'était l'accroche commerciale. Hein. Double inversé du CAC 40 quotidiennement. Donc ça veut dire que vous spéculez à la baisse. Hein, double inversé. Double parce que c'est le double. Donc si le CAC 40 fait plus 2, à ce moment-là, vous faites moins 4. Mais si le CAC 40 fait moins 4, vous faites plus 8. Mais il y avait un mot, c'était quotidiennement. Double inversé quotidiennement du CAC 40. Et le client vient nous voir en disant, le CAC 40 a baissé, ça fait 2 ans, et les produits aussi. Ah, je me dis. Donc là, je téléphone, je me dis, dossier facile. Et j'ai eu cet échange merveilleux dont je me souviendrai toute ma vie. Ah oui. Mais madame, ce qui est vrai quotidiennement est faux dans la durée. Alors, il y a eu un grand silence qui a duré 10 secondes. Et il a repris, il a dit, c'est vrai que c'est contre-intuitif. Et là, je me suis permis de lui dire, vous voulez dire peut-être trompeur. Et j'ai obtenu une indemnisation. Mais la banque le lui avait dit au bout d'1 an. Alors, j'ai dit au client, j'ai obtenu une indemnisation pour la première année, mais la deuxième année, vous le saviez, mais vous allez continuer. Donc là, c'est votre risque. C'est plus le risque de la banque. Pendant que je passe le micro pour quelques questions, est-ce qu'il y a une typologie du réclamant? Non. 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 Alors, mais tous les médiateurs le savent, l'influence des réseaux sociaux fait qu'il y a des incivilités et ils se lâchent. C'est-à-dire ça c'est quelque chose que tous les médiateurs voient. C'est-à-dire, si jamais on peut me traiter de vendu, hein, assez vite parce que quand je disais qu'il y avait une erreur sur l'article du Monde, elle disait oui, la médiatrice de l'AMF, mais il ne donne raison qu'une fois sur 2. C'est pas une faute. Moi, je rêverais, je vais vous dire, dans l'idéal, si la banque est parfaite, je peux pas vous donner les statistiques puisque c'est anonyme, mais je devrais donner qu'à ce moment-là que des avis négatifs. Ça prouve que la banque avait raison. Mais présenter ça comme une limite à l'intérêt du médiateur, comme si c'était une sorte de faute en disant elle est pas terrible, hein, tout de même, il y a qu'une fois sur 2 où elle donne raison au client. D'accord, mais est-ce qu'il a demandé fondé ou pas? Donc, vous voyez, je vais vous dire, ce qui est sûr, c'est que par exemple pour les SCPI cette année, ou depuis 2 ans, personne visiblement n'avait compris que dans une SCPI à capital variable, eh bien, vous ne pouvez sortir que si quelqu'un rentre dans la société. Eh ben ça, j'ai beau le pilonner, visiblement, alors, d'où le manuel de bonne compréhension. S'il y a bien quelque chose où là, je rendrai que des avis négatifs, c'est que la banque aura fait signer avant la souscription. C'était ça aussi le document clé, l'avantage. Si vous noyez les gens sous 40 pages, ils ne les liront pas. Bon. Et puis, alors, je vois des évolutions de politique de banque. Ça aussi. Mais dans cette course aux produits très complexes, c'est bon. Alors, mais j'ai dit cette année, c'est formidable parce que les ETF, j'ai pas eu cette année. Bon, voilà, pas encore, parce que on va faire des ETF actifs. Alors là, on va, voilà, les ETF normaux, ça va. Des questions.
Bonjour madame, Raphaël Dusorbier, Société Générale. J'ai une question sur le respect du principe de confidentialité, donc à la médiation. Est-ce que vous avez connaissance des cas de décision de justice je comprends. faisant vivre ce principe et donc refusant des pièces ou Non, sais-je? alors, le principe de confidentialité, ce n'est pas le secret bancaire. Donc, c'est un principe civil. Ça veut dire que si, effectivement, il y a un manquement, une absence de respect de la confidentialité, et la confidentialité, on est, nous, des ayatollahs de la confidentialité en France, puisque vous avez des tas de pays européens devant lesquels ça cesse devant le juge. Hein. Donc, j'ai eu quelquefois, j'ai dû ramener dans des protocoles d'accord, parce que quand il y a des protocoles d'accord, quand on me le demande, même si ma mission est officiellement terminée, c'était une banque américaine qui avait dit et j'exige que pendant 15 ans ils ne disent que du bien de la banque. Alors j'ai dit ce que je vous propose c'est un protocole d'accord. D'abord, ça ne met fin au litige que pour le litige lui-même, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses. Mais j'ai dit vous pouvez aussi mettre des clauses pénales. C'est-à-dire, alors il y avait les clauses pénales, c'était une somme fabuleuse. Donc je dis oui, mais enfin vous savez que le juge peut aussi la redresser, hein, si elle est excessive ou dérisoire. Donc alors il y a ce qu'ils demandent en disant ils ont déjà dit du mal sur les réseaux sociaux, donc je demande dans le protocole d'accord qu'ils suppriment de tout. Bon ben pourquoi pas. Je veux dire ça se sculpte. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de cas où la méconnaissance. Alors, il faut qu'il y ait un protocole d'accord. Il faut qu'il y ait. C'est plus prudent quand les sommes sont importantes et on peut moduler et la banque peut prévoir une clause pénale qui peut la protéger contre le risque parce que c'est tout de même ça peut avoir effectivement motivé la banque pour ne pas aller devant les tribunaux judiciaires où il y a la publicité et la rétroactivité et le coût de l'avocat. Donc c'est certain. J'ai pas eu de cas concret de violation. Plutôt c'était, mais il s'est déjà déversé sur les réseaux sociaux. Ben, je dis, vous pouvez lui demander de supprimer ce qui a été dit, peut-être. Voilà. Je n'ai pas eu de cas concret me disant, je ne suis pas d'accord. Alors la particularité, c'est que si on n'arrive pas à un accord, à ce moment-là, mon avis, en principe, ne peut pas être produit au juge. Alors, il y a eu des tas de divergences de la cour de cour d'appel, mais maintenant, c'est dit, la Cour de cassation, elle, c'est un arrêt du 9 juin 2022, qui est venu dire que effectivement, c'est l'ensemble des pièces produites qui sont effectivement couvertes par la confidentialité. Parce que si vous regardez l'article 1531 du Code de procédure civile sur la confidentialité, vous n'y voyez pas l'avis lui-même. Vous voyez les constatations et les échanges. Donc il y avait eu un débat sur est-ce que l'avis lui-même est couvert par la confidentialité. La Cour de cassation dit oui. Voilà. Mais alors vous avez le Conseil d'État qui a pris le même article et qui dit lui, si jamais il y a une expertise et qu'un expert donne des éléments sur des faits, pas sur la qualification, à ce moment-là, ça peut aider le juge et c'est pas couvert. Le Conseil d'État est toujours un tout petit peu plus souple. Mais j'ai pas d'expérience qu'on m'a dit, je remets tout en cause parce que, mais ça c'est au parti de le prévoir, à condition que ce soit pas excessif ou dérisoire. Merci madame pour une préparation très précise. Je suis Bernard Reçu, donc je suis notamment médiateur assermenté près la Cour d'appel de Paris depuis 2018 entre personnes morales. Donc c'est pas de la médiation de consommation. Je ne sais pas si vous faites des médiations entre professionnels. Si c'est le cas, j'ai compris que votre mission vous oblige à apporter une solution. Alors que, vous le savez, la médiation telle que je l'effectue m'interdit d'apporter une solution, mais m'oblige à rapprocher les parties. Oui. Si vous faites de la médiation entre professionnels, donc entre banquiers et, je dirais, prestataires de services d'investissement et professionnels, vous devez sans doute apporter une solution, proposer une solution, mais est-ce que vous faites ce type de médiation? Alors, la médiation de la consommation avec un consommateur. Moi, en tant que médiateur public, je l'ai ouverte et ça figure dans ma charte et aux non professionnels.
c'est l'article liminaire du Code de la consommation. C'est quoi un non professionnel? C'est une personne morale qui n'agit pas pour des buts lucratifs. Donc, ça veut dire les associations 1901, les fondations, je vais même jusqu'au SCI plutôt, on va dire, familial. Bon, mais ça, c'est parce que c'est un choix en accord avec l'AMF de l'ouvrir. Mais sinon, vous faites état d'un débat, on va dire, quasiment centenaire entre les tenants de la médiation disant le médiateur n'est pas un conciliateur. Et donc, je dirais que, cela étant, les banques, elles, depuis la loi Mursier de 2001, avaient l'obligation de faire une recommandation dans chaque dossier. Et pourtant, c'était de la médiation. Donc, moi, je suis plutôt avec le professeur Loïc Cadiet qui vient dire ce sont des débats byzantins, faut arrêter. Et d'ailleurs, en médiation administrative, c'est fini, on a enlevé le terme conciliation, on parle de la médiation et il faut faire une proposition. Donc moi, je pense que je trouve dommage, et il faudrait qu'on s'interdise de faire une proposition. Je sais que ça existe, je sais que on pourrait le prétendre ou le soutenir dans une acception où les deux parties sont égales et donc n'ont pas besoin d'une sorte d'interventionnisme du juge ou du médiateur. Mais en même temps, je trouve que quand vous avez un petit professionnel avec un gros professionnel, j'ai même vu ça à la Cour de cassation, les petits ont besoin aussi d'un peu d'être protégés. Et je trouve que c'est dommage si vous avez une expertise de ne pas en faire bénéficier. Donc personnellement, je suis plutôt de l'avis du professeur Cadiet qui disait arrêtons ces distinctions byzantines entre médiateur et conciliateur. Ça fait les beaux jours de certaines sociétés de formation, hein. Bon, voilà. Donc, il y a un marché de la formation maintenant de la médiation que je regrette un petit peu, mais où il y a encore ces oppositions en disant mais vous n'êtes pas un vrai médiateur. Bon, d'accord, ok. Mais voilà. Donc, il faudrait voir où figure cette interdiction. Oui, effectivement. Oui, mais quand la Cour d'appel nous mandate, par exemple, Oui. pour faire une médiation, c'est pour rapprocher les parties. C'est écrit tel quel. En citant une référence plus... Mais oui, ben vous les rapprochez en faisant une proposition. Ben non, mais qu'est-ce qui vous interdit de rapprocher en faisant une proposition? C'est décidé d'éviter ce soir. Rien avec mon objectif, c'est encore un décret qui paru en juillet. Ah, le fameux décret du 18 juillet. Exactement. Ah oui, mais alors là, c'est encore ça. Non, mais là, on a privatisé on a privatisé la justice civile dans la mise en état, hein. Non, mais ça veut dire que là, non, mais les avocats sont très contents, hein. Alors, un grand bonheur pour les avocats, sûrement, parce qu'ils vont pouvoir facturer davantage, puisqu'ils vont pouvoir travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous confisquez le dossier de l'avocat. Est-ce que, dès lors que vous êtes en maison d'état et que les avocats n'ont pas encore le temps de conclure que vous êtes au stade de l'assignation, alors le magistrat peut ordonner une médiation. Ça veut dire que les avocats n'ont jamais l'occasion de conclure. Donc ça veut dire que ça retire un peu si les avocats, c'est bien un problème d'ailleurs. Enfin, en tous les cas, moi j'ai vu des commentaires d'avocats qui étaient assez contents que la majorité de leurs propositions soient reprises dans cette loi. Là, on est dans le judiciaire, hein. Donc on est complètement en dehors de la médiation de la consommation. On est dans quelque chose qui est radicalement différent, mais si vous voulez, ça sera sûrement intéressant de savoir. Moi, j'avais entendu dire que c'était préconisé par les avocats, que certains magistrats étaient soulagés parce que ceux qui sont sous l'eau, et puis d'autres sont extrêmement choqués qu'on leur retire cette conduite de la mise en état. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, et c'est déjà applicable depuis le 1er septembre, même aux procédures en cours. Donc, moi, j'ai rencontré des avocats qui revenaient de vacances, qui n'étaient pas encore au courant, hein. Ce qui est expérience qui parle important, c'est que les avocats ne perdent pas tout, puisque dans le cas d'une médiation, tel que je l'ai actuellement pour le code de procédure civile, on s'entoure des avocats, les parties ont leurs avocats, et donc, là, ils ont un mot d'un nouveau. Mais par ailleurs, sur la base aussi d'une plus expérience, je me rends compte que la médiation marche si effectivement, je suis plus de la souligné, les parties sont de pouvoir, je dirais, quasi. Oui. Équivalent. Comparable. Ah oui, tout à fait. Un grand merci pour votre intervention. Un grand merci aussi pour le rapport annuel. Parce qu'un rapport annuel, souvent, c'est illisible. Et là, franchement, vous êtes un contre-exemple, hein.
Non, c'est Oui. bon, après c'est dense, mais je pense que vous faites passer vos messages, donc bravo. J'ai une question. Est-ce que vous considérez que les conditions d'accès à votre offre fonctionnent bien? Alors vous allez me dire par définition vous connaissez pas ceux qui n'ont pas accès à vous, mais parce que toujours la question de l'accès à un droit, c'est un sujet préoccupant. Vous avez dit que les réseaux sociaux y contribuaient beaucoup, mais est-ce que vous avez l'impression Alors. qu'il y a une population... Attendez, parce que j'ai une autre question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une population qui devrait vous utiliser et qui n'y a pas accès? Et puis vous avez dit que vous étiez poreuse à l'actualité, votre activité était poreuse à l'actualité. Vous avez dit que pour les ETF pour l'instant ça allait, mais vous avez dit que pour les cryptos c'était une horreur. Enfin pas une horreur, enfin bon. Et tout ça vient en écho quand même avec des signaux qui sont envoyés par l'AMF sur le thème la montée en volume des arnaques, des mésinvestissements, etc. Est-ce que dans votre troisième mission, vous avez des propositions concrètes et immédiates et opérationnelles à faire sur lesquelles il faudrait que l'AEFR rebondisse? Vous avez pointé du doigt la faiblesse du système français, complexité des limites de compétences des médiateurs. Ça veut dire que, pour ne parler que entre ce que va pouvoir faire Pierre Mineur pour le bancaire, ce que je vais faire en placement financier et ce que fait Arnaud Schneider en assurance. C'est la même banque le plus souvent qui va conseiller dans un même dossier, un dossier multiple. On fait comment? Donc, cette complexité déjà ralentit et rend plus difficile l'accès. Est-ce que et moi j'ai mis en place en 2018 un système où si on m'interroge par un formulaire, je leur pose des questions. Est-ce que c'est à propos d'un crédit, à propos d'une carte bancaire, à propos d'une fraude par virement? C'est pas moi. 80% de mes irrecevabilités, c'est ça. C'est les fraudes bancaires. Donc les gens s'imaginent que donc déjà ça, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est la faiblesse en Belgique, il n'y en a que 6, alors que nous, il y a 82 médiateurs, et il y a même un médiateur résiduel. On n'a pas ce système en France. Donc, ça, trouver le bon médiateur. Alors, on se connaît dans une association, et on peut donc, et une fois, je me suis d'ailleurs trompée, j'avais renvoyé vers Arnaud Schneider quand c'était de l'assurance, et puis il me dit, non, ils n'ont pas adhéré à mon association. Et donc, moi, j'ai un monopole. On n'a pas besoin d'adhérer. C'est un placement financier. Bon, tandis que les médiateurs sectoriels, ou effectivement Pierre, il faut d'abord qu'ils aient adhéré à la fédération bancaire pour qu'ils soient compétents. Donc voilà, ça complique l'accès. Maintenant, à peu près, l'indication du fait que, mais sur les cryptoactifs, ça c'est un autre problème, parce que là, on touche à des gens qui ont voulu aller, on va dire, faire du hors-piste, on dirait c'est-à-dire aller dans le non régulé, aller dans ce qui ne se voit pas, ce qui est anonyme, et donc on est rattrapé. Il y en a un brusquement qui avait converti ses cryptos en euros, qui me dit on m'a prélevé la flat tax. J'ai la flat tax. Je dis bienvenue dans l'économie réelle. Bon. Je veux dire, moi, je veux bien autant, je veux dire, mon petit cœur, parfois, avec des gens se disant que le pauvre, le malheureux, ce sont, là, pour moi, je vais être très brutal parce qu'il nous reste quasiment pas de temps. C'est du vent. La valeur, vous savez, la valeur, et d'ailleurs, il y a eu un article, je crois, dans les Échos avant-hier, sur une entité, qui s'appelle Stratégie, et pourquoi le SP500 ferme sa porte aux géants du Bitcoin, Stratégie. Et ils disent à un moment donné, oui. Pourquoi? Parce que les bénéfices proviennent de la plus-value latente liée à la comptabilisation du Bitcoin plutôt que de l'activité récurrente. Tout est dit. Oui. Ça monte parce qu'il y a plus de gens qui en achètent. Alors pourquoi ça a monté? Ça a monté d'abord parce que au moment où les juges américains ont interdit à la Security Exchange Commission de dire si c'est un sous-jacent, vous pouvez y aller. Donc, des grandes plateformes mondiales ont pu proposer pour la première fois des titres financiers, l'équivalent des ETF, ayant comme sous-jacent le Bitcoin.
eux, ils ont dû, pour couvrir cette proposition, acheter du Bitcoin. Et c'est comme ça que le Bitcoin est passé de 50 000 à 80 000 en quelques mois. Et là-dessus, Trump est arrivé. Alors là, c'est passé à 120 000. Bon, très bien. Donc, je veux dire, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais j'attends toujours qu'on me dise, c'est quoi? Ça monte parce qu'il y a des gens qui en achètent. C'est tout. Mais vous n'investissez pas. Quand vous achetez une action, vous investissez dans une entreprise. Là, vous investissez dans quoi? Dans la spéculation. Il y a la première réunion du CCSF. On s'était réunis. C'était il y a 1 an et demi. On s'est retrouvés, ça m'arrivait pas souvent, avec la FBF, on était complètement d'accord, pour dire, comment on va les appeler? On va les appeler comment? Épargnants. Alors là, vous coudez. Titulaires ou spéculateurs. Bon, bah, on est arrivé sur le mot détenteur, hein. Et moi, je dis toujours, crypto actif. C'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Et donc, ben, c'est fait. L'Europe, l'Union européenne veut réguler. Très bien. Elle régule que ce qui est facile, hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout ce qui est compliqué, elle l'a pas encore régulé dans MiCA. Mais, moi, j'ai des gens qui ne savent même pas avec quelle plateforme ils ont souscrit. Et dingue. Alors, je suis obligé de leur dire, attendez, moi, alors là, je suis compétente que si, c'est avec une plateforme qui a été agréée par l'AMF, dans le système français. Bon, alors déjà, vous en avez les 3/4 qui repartent, ils savent pas avec qui ils ont prêté. Alors là, Binance.com, Binance quoi? Bon. Deuxièmement, est-ce que c'est des faits postérieurs à l'agrément? Très bien. Troisièmement, j'aurais pu m'arrêter en disant, l'enregistrement, c'est uniquement la lutte anti-blanchiment. Arrêt de 2004. Circuler, il n'y a rien à voir puisque vous ne pouvez pas invoquer une indemnisation pour manquement à la lutte anti-blanchiment. Bon, donc ça s'arrête là. J'ai voulu aller regarder ailleurs. Je me suis dit, ça peut être intéressant pour l'AMF, mais je regarde tout de même les conditions générales. Vous savez ce que j'ai trouvé? Alors ça, je veux dire, c'était agréé par l'AMF, très bien. Conditions générales. Donc, je regarde les conditions générales. C'était, tiens donc, l'arbitre de Malte et la loi de Hong Kong. Voilà. Moi, je veux bien. Donc là, le seul conseil qu'on pourrait donner à des gens qui veulent spéculer sur les cryptos, c'est d'abord de regarder les conditions générales pour savoir si je peux regarder. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clore là. On a dépassé un tout petit peu. Merci infiniment, Madame Cohen-Branch. C'était seulement un très petit résumé de votre longue expérience, mais très dense, et merci pour cela. Vous avez en tout cas bien démontré quelle est toutes les composantes de la fonction, à la fois une fonction technique, mais une fonction de réflexion d'équité qui nécessite de l'empathie également pour, vous l'avez bien montré, tout en conservant l'équilibre, pas non plus tomber d'un côté plutôt que de l'autre. Donc un exercice d'équilibriste que vous avez exercé de façon admirable. Merci infiniment.